J'ai suivi la voiture dans laquelle ma femme est montée. Ensuite, sur le parking, j'ai surpris un plan à trois. Je m'appelle Jacob, j'ai 28 ans. Je suis autrichien, mais ces dernières années, je vis en Espagne, près d'Alicante. Autrefois, l'amour m'a conduit ici, un amour beau, sincère, véritable, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai rencontré Olivia par hasard sur la plage, de San Juan. À l'époque, je venais juste de m'installer en Espagne pour un contrat de travail et, au début, je me sentais étranger. Elle est venue la première, m'a demandé d'où je venais et pourquoi j'avais l'air si perdu. J'ai tout de suite compris que c'était sa façon de vouloir faire connaissance et passer du temps ensemble. 1 heure plus tard, nous buvions un café, et 1 semaine après, je savais que je voulais être à ses côtés toute ma vie. Livia était espagnole et avait du caractère. Joyeuse, émotive, passionnée. On pouvait l'adorer, la détester en même temps. Mais elle ne laissait personne indifférent. Nous étions tous les deux jeunes, nous nous amusions, c'était facile. Nous faisions l'amour dans des appartements loués, des magasins, sur la plage la nuit. Nous faisions des bêtises, mais ensemble. Et il nous semblait que c'était ça, le bonheur. Après 2 ans, je lui ai fait ma demande. Nous nous sommes mariés modestement, sans luxe, juste pour nous. Nos familles étaient heureuses, bien qu'elles ne se croisaient presque jamais. Ma mère n'a jamais appris l'espagnol, et son père ne comprenait pas un mot d'anglais. Nous vivions dans un petit mais confortable appartement dans le quartier de San Vicente. Je travaillais pour une entreprise d'architecture, parfois à distance, parfois au bureau. Olivia avait son propre salon de beauté. Nous gagnions tous les deux suffisamment pour ne pas nous soucier de l'argent et vivre confortablement. Nous voyagions parfois, principalement en Europe. Lisbonne, Munich, Bratislava. Nous avions beaucoup de projets, acheter une maison, avoir un chien, et ensuite, peut-être, des enfants. Les premières années étaient presque parfaites. Bien sûr, nous nous disputions, mais qui ne se dispute pas? Elle pouvait s'emporter. Je pouvais me renfermer sur moi-même, mais nous trouvions toujours un moyen de revenir à la discussion. Nous riions souvent, nous nous enlacions, nous nous endormions, en nous tenant par la main. Mais quelque chose a commencé à changer. Pas encore de manière brusque, pas au point que je puisse dire que tout a déraillé. Non. C'était plutôt comme un léger craquement dans le mur. Tu ne le remarques pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vois que le mur a déjà une fissure, du sol au plafond. Au début, je pensais que nous grandissions simplement, que nous étions fatigués, que nous passions moins de temps ensemble. Le sexe est devenu plus rare, les conversations plus courtes. Mais c'est normal, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus des adolescents, c'est ce que je pensais. Je ne pouvais pas imaginer à quel point je me trompais. Les premiers signes ont commencé environ 6 mois après le mariage. Olivia a commencé à tenir son téléphone différemment. Avant, elle pouvait le laisser en charge dans la chambre, dans la cuisine, sur la table. Et ça n'avait pas d'importance. Maintenant, il était toujours avec elle. Même quand elle prenait une douche, le téléphone était posé pas plus loin que le bord du lavabo. Cela semblait être un détail, mais je l'ai remarqué. Je n'ai jamais empiété sur son espace personnel. Je n'ai jamais vérifié ses messages, ni demandé qui lui écrivait. Nous nous faisions confiance. Nous en avions convenu dès le début. Il ne m'était même pas venu à l'esprit de briser cette règle, au début. Il y avait encore moins de sexe, beaucoup moins. Parfois, elle disait qu'elle était fatiguée, parfois qu'elle n'était pas d'humeur. Et quand nous faisions l'amour, il y avait une certaine froideur en elle. Elle faisait tout comme si c'était un scénario, comme si elle devait juste cocher une case et c'était tout. J'essayais de ne pas me monter la tête, je mettais ça sur le compte du stress, de l'épuisement. Mais le sentiment de détachement de sa part ne me quittait pas. Ensuite, des épisodes étranges ont commencé à se produire. Un jour, je suis rentré du travail plus tôt parce que notre réunion avec le client avait été annulée. Je suis entré, et elle, en me voyant, a littéralement sursauté sur place, a fermé l'ordinateur portable, et a dit qu'elle regardait une série. J'ai simplement hoché la tête, et je n'ai pas insisté, mais ensuite, je me suis souvenu que l'ordinateur portable était fermé quand je suis entré.
Pas éteint, pas réduit, fermé, fermé brusquement. Et puis, il y avait de plus en plus souvent des rencontres avec des amis, le coiffeur, des dîners avec des collègues, des soirées de soins personnels. Je ne la contrôlais pas. Je ne posais pas de questions inutiles. Je me contentais d'écouter, de mémoriser. À l'intérieur, le sentiment qu'elle mentait grandissait de plus en plus. Mais il n'y avait pas de preuves. Et je me détestais de penser ainsi à ma femme. Puis quelque chose s'est produit, ce qui a été un véritable choc. Un soir, Olivia et moi étions simplement allongés sur le canapé. Rien de spécial apparemment. Un vendredi, une soirée ordinaire. J'étais absorbé par YouTube sur mon ordinateur portable, elle feuilletait quelque chose sur son téléphone, le thé refroidissait, dans la cuisine, la télévision jouait, en fond, mais aucun de nous n'écoutait vraiment. Je me souviens qu'à un moment donné, Olivia s'est légèrement tournée vers moi et, sans quitter son téléphone des yeux, a soudain dit qu'elle aimerait essayer quelque chose de inhabituel au lit. Cela m'a extrêmement surpris. J'étais un peu choqué, et je lui ai demandé de préciser ce qu'elle entendait par inhabituel. Olivia a souri et a détourné le regard, disant seulement que c'était quelque chose qui pourrait dépasser ce que nous avons entre nous actuellement. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance à l'époque, mais l'idée est restée. Nous n'en avions jamais parlé auparavant. Tout était calme, stable entre nous. Peut-être pas passionné, mais sans drame. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle avait peut-être simplement lu quelque chose sur Internet ou qu'une amie avait laissé échapper quelque chose. Mais, comme il s'est avéré, c'était déjà la phase finale de notre relation. Depuis ce soir-là, Olivia est devenue comme si elle était plus fermée, et en même temps, parfois trop joyeuse, d'une manière un peu forcée, légère. Le téléphone était toujours dans sa main. Parfois, quand j'entrais dans la cuisine, elle éteignait brusquement l'écran, disant que c'était juste un mème, ou que ça concernait le chien. Un jour, je me suis réveillé tôt le matin à cause de son chuchotement dans la salle de bain. Je suis entré, et elle avait déjà éteint le téléphone, disant simplement qu'elle regardait des TikTok. Mais ses yeux étaient tendus, peu naturels. Et puis il y a eu une soirée que je n'oublierai jamais. Olivia a soudainement dit que son amie avait soi-disant fixé une réunion urgente, importante, et que nous devions avoir une conversation à cœur ouvert. Elle l'a dit comme si elle partait juste pour quelques heures, sans aucune précision, et est presque immédiatement allée prendre une douche. À ce moment-là, quelque chose a cliqué en moi. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à ce moment-là. Peut-être ces petites choses accumulées, ou simplement l'intuition qui frappait depuis longtemps, et a finalement défoncé la porte. Je connaissais son mot de passe. Nous n'avons jamais contrôlé les téléphones l'un de l'autre et il n'y avait jamais eu de raison de se méfier. Jusqu'à ce moment, j'ai déverrouillé l'écran. Elle n'avait pas supprimé la conversation. Apparemment, elle ne s'attendait pas à ce que je prenne cette décision. J'ai fait défiler vers le bas et je suis tombé sur une conversation récente avec un numéro inconnu. D'abord du flirt, puis des photos, qui n'étaient pas d'elle, mais clairement de nature intime. Et en bas, un message, qui m'a glacé le sang. Nous sommes avec un ami dans le quartier. Tu veux t'amuser tout de suite? On peut passer te prendre, et ce sera amusant à trois. Olivia a répondu très rapidement, minute par minute. Je serai prête dans 20 minutes. À ce moment-là, je suis mort. Je me suis brisé en 1000 morceaux. Je ne sais pas comment je suis resté debout, car j'ai simplement cessé de sentir mes jambes à cause de la douleur et de la faiblesse. Nous n'existons plus. Elle m'a craché au visage en commençant cette conversation. Quand elle a fait signe à deux gars que ce serait amusant, elle m'a planté un couteau sous la côte. Quelques minutes plus tard, elle est sortie de la douche. Maquillage, cheveux propres soigneusement coiffés, son parfum préféré qu'elle réservait uniquement pour les soirées spéciales. Et sans même me regarder, sans rien demander, elle a simplement enfilé sa veste et est sortie. Comme si je n'étais rien. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement pris la clé et je l'ai suivie. Quand elle a dit qu'elle allait à une réunion importante avec une amie,
Tout en elle semblait déjà faux. Une douche trop rapide, des yeux trop maquillés, le parfum. Et comment elle a juste filé par la porte, sans même m'embrasser pour dire au revoir. Je suis monté dans la voiture, et en quelques minutes, j'étais sur ses talons. Elle n'est pas allée en périphérie, comme je m'y attendais, mais presque au centre, vers un grand parking public près de l'ancien centre commercial. J'ai dépassé un peu, me suis arrêté sur le côté, et j'ai observé depuis la voiture. C'est là qu'elle les a rencontrés pour la première fois. Un SUV noir, haut, brillant, agressif. Le conducteur a baissé la vitre et s'est penché vers Olivia. J'ai vu qu'il l'a prise par la nuque et l'a embrassée. Pas doucement, mais avec insistance. Comme avec une femme qui n'appartient qu'à lui. Et Olivia, elle ne s'est pas reculée. Elle n'avait pas l'air déconcertée ou effrayée. Elle souriait, comme si c'était prévu depuis longtemps. Elle a contourné leur voiture et est montée à l'intérieur, sans même se retourner. Pas une once de doute. C'est alors que j'ai compris que tout ce que nous avions, ce n'était plus nous. C'était maintenant seulement moi. J'ai démarré le moteur en gardant une distance de sécurité et je les ai suivis. Ils ont roulé pendant 10 à 15 minutes. D'abord, à travers des quartiers résidentiels, puis de plus en plus loin du centre. Zone industrielle, peu de lumière, des bâtiments abandonnés. Puis, ils ont tourné sur un vieux parking désert d'un complexe de hangars à moitié en ruine. J'ai ralenti bien plus tôt, j'ai coupé le moteur et je suis sorti. Je suis descendu dans le ravin, j'ai contourné le parking par le côté, à travers les buissons, en essayant de ne pas faire de bruit. C'était une chaude soirée d'été, avec du vent. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'on pouvait l'entendre dans tout le quartier. En m'approchant, j'ai entendu de la musique venant de la voiture, douce, rythmique, puis sa voix, mais pas des mots, juste des gémissements silencieux. Je me suis collé aux côtés de la voiture et j'ai tout vu à travers la fenêtre. Olivia était à quatre pattes, sur le siège arrière du SUV. L'un de ses amis avait uni leurs hanches. Le second était assis devant elle. Elle jouait avec plaisir de ses mains et de sa langue. Tous les trois étaient nus. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre que mon corps s'était figé. J'ai eu un choc intense. Ma poitrine est devenue lourde, comme si l'air avait tout simplement disparu. J'ai frappé la vitre de ma paume de toutes mes forces. Toute la voiture a tremblé. Olivia s'est retournée et s'est figée brusquement, tandis que l'homme derrière continuait l'acte pendant encore quelques secondes, comme s'il voulait m'apporter encore plus de douleur. Et puis ils ont simplement ri. Le deuxième ami a demandé à Olivia si c'était vraiment ce type-là, ce mari-là. Ils ont ri encore plus fort en disant que ma femme était incroyablement sexy. Les amis ne se sont pas arrêtés. Je continuais à frapper sur la vitre, à jurer, à crier. Le visage d'Olivia était terrifié, mais elle ne bougeait même pas. Ce n'est que lorsque j'ai levé la main, comme si j'allais briser la vitre, qu'elle a commencé à leur crier dessus et à se débattre, exigeant qu'ils s'arrêtent. Après une minute, la porte arrière s'est ouverte. Elle est littéralement tombée de la voiture, enfilant ses vêtements en marchant. Les cheveux en désordre, le maquillage coulé, les lèvres enflées, sur son visage un mélange de panique, de honte et de larmes. Évidemment, ce n'est pas ce que j'avais pensé. Évidemment, je devais l'écouter. Elle essayait de crier, mais je ne pouvais pas. Avant que je ne puisse répondre, un de ces salauds a de nouveau baissé la vitre et a crié avec un sourire dégoûtant que la fille était une vraie tigresse, quand elle était en dessous, et ils sont partis, me laissant debout avec elle, dans le silence du soir, sous le ciel qui se refroidissait. À ce moment-là, tout s'est effondré. Je me tenais sur le bord de la route, à côté de ma en voiture. Tout autour était en quelque sorte délavé. Le ciel, l'asphalte, même les phares paraissaient ternes. Et devant moi, elle se tenait. Olivia, celle que j'aimais, celle avec qui je construisais un avenir, celle qui venait de
Non, ce n'était plus elle. Elle essayait de dire quelque chose, éclatant en sanglots. Je n'écoutais même pas. Les larmes coulaient simplement. Je regardais juste comment elle s'efforçait de boutonner ses boutons. Elle perdait le rythme. Comment ses lèvres tremblaient, non pas de froid, mais de panique. Je ne lui ai rien dit, pas un mot. Je suis simplement monté dans la voiture, et je suis parti. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis dans une pièce vide, en regardant le plafond. Dans ma tête, tout tournait en boucle, comme une pellicule abîmée. Leurs mains, son corps, son rire. Je n'ai même pas pu parler à qui que ce soit. Je n'ai pas appelé mon frère, je n'ai pas écrit à un ami. J'avais très honte. J'avais mal. Le lendemain, elle est venue. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, la porte d'entrée. Elle savait où se trouvait la clé de secours. Elle est entrée et s'est dirigée, lentement, vers la cuisine, où j'étais assis avec une tasse de café qui était depuis longtemps froid. Elle demandait pardon encore et encore, expliquant qu'elle était perdue et ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle voulait se sentir vivante et désirée, comme si je ne lui donnais pas cela. La créature a tout détruit, y compris ma santé mentale. Je la regardais et je ne la reconnaissais pas. Les yeux en larmes, le nez rouge, mais la voix sonnait quand même, comme si elle s'excusait, tout en accusant, comme si c'était encore de ma faute. C'était une erreur, une bêtise, une aventure. Cela ne signifie rien, disait-elle. Comme il est facile de tout dévaloriser et dire que rien n'a d'importance. Renverser quelqu'un non plus n'a pas d'importance. Empoisonner un chien non plus n'a pas d'importance. Donner un coup de pied à un enfant non plus n'a pas d'importance. Je ne pouvais tout simplement pas. Je ne pouvais pas écouter tout ça. Elle parlait, et je me souvenais mentalement de tout ce que j'avais investi en nous, chaque week-end, que je passais à être avec elle, chaque conversation sur l'avenir, chaque compromis, tout cela pour elle. Tu veux juste te sentir vivante, n'est-ce pas, Olivia ? Ai-je dit, regardant au loin par la fenêtre, observant un avion passer. Et toi, tu viens de me montrer comment une personne peut mourir de son vivant. Je suis sorti de l'appartement, la laissant assise à la même table où nous dînions encore ensemble hier. Les jours suivants ont été comme dans un brouillard. J'ai déménagé, j'ai dit au travail que je prenais un congé. Pas de réseaux sociaux, pas d'appels, juste disparu. Elle écrivait. Elle écrivait beaucoup, laissait des messages vocaux. Elle m'a trouvé par des amis. Elle venait à ma porte, demandait, suppliait. Elle s'allongeait et dormait sur le paillasson. Mais quelque chose s'est brisé en moi. La peur, la douleur, l'attachement, tout. S'est éteint. Il ne restait que la fatigue. Une semaine plus tard, je suis allé chez l'avocat. J'ai demandé le divorce sans un mot de plus. Olivia a d'abord pleuré, puis s'est mise à crier, m'accusant de cruauté. Elle a dit que j'avais tout détruit. Elle ne voulait pas divorcer, mais si je suis prêt à lui pardonner et à essayer de nouveau, elle accepterait de signer les papiers. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je l'ai trompée. Trompée comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Parfois, je disais des mensonges pour éviter les disputes, ou pour lui remonter le moral. Et maintenant, j'ai utilisé sa confiance, de la même manière qu'elle a utilisé la mienne, toutes ces années. Nous avons divorcé, et j'ai disparu de sa vie. J'avais à la fois mal, et je m'en fichais, mal. Seulement parce que cela m'était arrivé à moi. J'espère qu'avec le temps, je retrouverai une relation, que j'essaierai à nouveau de fonder une famille, mais pas maintenant. Pour l'instant, je veux juste être seul. Mise à jour. 3 mois se sont écoulés depuis le jour où nous avons divorcé. J'ai déménagé pas loin. Juste dans le quartier voisin, mais suffisamment loin pour ne pas entendre son nom de la part des voisins. Ne pas croiser son regard. Ne pas voir cette voiture dans laquelle elle m'a trompé. J'ai loué un petit appartement, mais confortable. Au début, il y avait trop de silence.
Même, le pouls semblait résonner plus fort dans ce nouvel espace. Mais ensuite, j'ai appris à le remplir de moi-même. Un vieux tourne-disque avec des vinyles, des photos de randonnée, l'odeur du café fort le matin. Le silence a cessé d'être oppressant. Il est devenu mon allié. Nous ne communiquions pas du tout. Toutes les discussions concernant nos affaires, les signatures, la fermeture du compte bancaire se faisaient par l'intermédiaire des avocats. Elle n'a pas essayé de me récupérer après le tribunal, comme si elle avait compris qu'elle avait brûlé les ponts. Mais comme cela arrive, un soir, l'un de ses gars m'a écrit. Il s'est, brièvement, excusé, se qualifiant de fou. Il a précisé qu'il n'était pas dans son état normal. Et en réalité, c'est une bonne personne, mais, à ce moment-là, il avait dépassé les bornes. J'ai relu ses messages, plusieurs fois, des dizaines de fois, mais je n'ai pas répondu. Cela n'avait pas de sens. Il faisait partie de la trahison, tout comme elle. Seul le masque était différent. Parfois, il me semblait que je ne faisais pas des rêves, mais que je revivais des souvenirs que mon cerveau ne peut pas traiter. Comme moi, me faufilant vers la voiture, comme j'entends des gémissements, comme elle regarde vers moi, en sortant de la voiture, et essaie de trouver une quelconque justification. Comment l'un de ces salauds me crie que j'ai une femme canon? Je me suis adressé à un psychologue. J'ai longtemps hésité, mais je l'ai finalement fait. Et c'était probablement la meilleure décision. Je ne voulais pas me venger. Je ne voulais pas récupérer. Je voulais comprendre comment vivre avec ça. Que tout ce que j'avais construit n'était pas mort à cause des circonstances, mais à cause de la luxure de quelqu'un. Maintenant, je me rétablis. Je retourne à la salle de sport. Je reprends mon vieil appareil photo. Je sors à nouveau de la ville pour photographier l'aube. J'ai recommencé à voir mes amis qui ont été là dans les moments difficiles. Olivia, elle est apparemment partie à Barcelone. Quelqu'un a dit qu'elle vit avec un nouvel homme. Je ne sais pas exactement et je ne veux pas savoir. Je considère que depuis le moment où elle a ouvert cette porte du SUV, elle a disparu de ma vie pour toujours. Mais je suis resté. Et c'est l'essentiel. Je suis debout. Je respire. J'avance. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.